Lucie ne veut pas que son corps change et elle ne sait pas pourquoi. Pour rester une petite fille, elle se fait vomir, jour après jour, nuit après nuit. Médecins et thérapeutes se succèdent, mais rien n'y fait. Elle n'arrive pas à mettre les mots sur son mal-être, jusqu'au jour où son corps lui parle dans un rêve. Vous écoutez le 109e épisode de Transfert, produit et réalisé par Slate.fr. Lucie raconte son histoire au micro de Rudy Saada. Attention, cet épisode aborde des sujets qui peuvent heurter. Pour en savoir plus, reportez-vous au texte de description de l'épisode. J'ai 2 ans et demi quand mes parents divorcent et je rencontre quelques temps après ma belle-mère. Je rencontre Paul et Julien, 2 petits garçons de mon village qui vont être mes quasi-frères. Par la suite, mon père et ma belle-mère auront ma jeune sœur Jeanne. Ma mère s'est également remariée avec mon beau-père qui avait 2 grands enfants qui étaient déjà en ménage. Je trouve un vrai équilibre entre ces 2 familles. Donc, d'un côté, chez ma maman, où je passe beaucoup de temps seule et je suis élevée en fille unique. Et de l'autre côté, chez mon papa, on est famille nombreuse, 5 enfants, 7 à la maison, et ça bouge beaucoup, on fait beaucoup d'activités les week-ends. Mon papa est très dévoué à sa famille, il travaille beaucoup pour subvenir aux besoins de nous tous, et on fait beaucoup d'activités ensemble les week-ends. Mais c'est vrai que très rapidement, je ressens un petit peu cette jalousie du traitement que mon père peut avoir envers mes 2 frères, parce que je me rends compte qu'il a beaucoup plus d'affect avec les garçons, notamment par rapport au foot, aux activités extrascolaires. Et moi, je fais de la danse classique, donc ça n'intéresse pas grand monde, je crois. J'ai un gala de danse par an qui dure 2 heures, mais tout le monde traîne des pieds pour aller le voir. Je rapporte assez souvent, en fait, à ma maman, quand je rentre des périodes chez mon papa, le fait que il a dit ceci ou il a dit cela, et ça m'a blessée parce que j'aurais voulu avoir aussi une attention. Et c'est vrai que je décide vers mes 5-6 ans de lui écrire une lettre pour essayer de lui en parler, parce que j'avais déjà à l'époque beaucoup de mal à m'exprimer face à lui. Mon père est viticulteur. Il a perdu son papa aussi à 11 ans. Donc je pense que c'est ce qui a beaucoup forgé son caractère et sa relation peut-être aux enfants. Et il a une relation forcément très particulière à la terre, comme tous les agriculteurs. Pour lui, c'est important d'avoir un garçon qui reprenne l'entreprise. Et je pense que ça fait partie des raisons qui font qu'il voulait absolument avoir un garçon, et qu'il a trouvé en ça, en mes 2 quasi-frères, les garçons qu'il n'a pas eu biologiquement en tout cas. Il ne montre pas beaucoup ses sentiments. Par exemple, il parle très rarement de la mort de son papa. C'est assez difficile de lui parler parce qu'il a toujours un petit peu cette dureté. Donc je décide de lui écrire cette petite lettre. J'attends la fin du film qu'on regardait en famille. J'attends que tout le monde aille se coucher. Et puis, il y avait juste mon père sur le canapé. J'ai très mal au ventre avant de lui donner la lettre, même si je vais pas décrocher un mot, mais j'ai vraiment la boule au ventre. Je lui donne la lettre. Il la lit très rapidement. Donc j'avais écrit assez sobrement en fait que parfois je vivais mal, le fait qu'il porte beaucoup d'attention à mes frères, et il en porte
pas beaucoup d'importance puisqu'il déchire la lettre en me disant c'est que des gamineries. J'avais essayé de lui parler à ma façon et j'ai eu une porte close et qui restera fermée un long moment. Donc arrive l'adolescence. On est assez proches avec mes frères, donc parce qu'on est les 3 de la même année. On n'est pas dans le même collège, mais je me rends compte assez rapidement, en arrivant au collège justement, que ils ont une certaine popularité en fait dans notre ville, parce que ils sont férus de scooters. Ils se mettent à réparer les scooters. La cour de chez moi devient le garage de toute la ville. Et on passe les mercredis et après-midi et les week-ends entiers dans la cour, à voir passer plein d'ados qui viennent avec leurs scooters. Donc c'est assez sympa, et c'est vrai que moi on me reconnaît assez souvent au collège, on me dit « Ah mais tu es la sœur des frères ». On passe du coup beaucoup de temps ensemble avec toute la bande de scooters, les mercredis après-midi, les week-ends. J'ai aussi mes amis, de mon côté, que je vois souvent chez ma maman. Mais c'est vrai que se constitue vraiment une bande d'amis qui restera pour très longtemps des bons copains d'enfance. Arrivé au collège où on se compare beaucoup plus aux autres, on est beaucoup plus comparé aussi, je me rends compte que oui, je suis vraiment bien plus petite que les autres et que physiquement, j'ai pas du tout un corps développé. À 14 ans et demi, je n'ai toujours pas de poitrine, j'ai toujours pas mes règles. En soi, ça ne me dérangeait pas parce que les copines ne me faisaient pas forcément un tableau magnifique de ce que c'était les règles, mais je commence à me dire que oui, c'était un petit peu bizarre de pas être formée comme toutes les autres. J'ai beaucoup d'acné et ma maman du coup décide de m'emmener voir une endocrinologue pour les hormones, qui elle fait tout de suite le constat que à 15 ans je devrais avoir une pilule, la Diane 35, pour justement régler ce problème d'acné. Mais pour cela, il faut que j'ai mes règles. Donc, elle me prescrit aussi un médicament pour me faire venir mes règles, pas de manière vraiment naturelle, mais voilà. Un soir de Noël, ou le réveillon de Noël, je suis chez ma maman et je descends les escaliers et je lui dis « Ça y est, elles sont là !» Après avoir commencé la pilule, je gagne beaucoup en appétit. Au bout de 9 mois, je prends 14 kilos et je me reconnais plus parce que je suis passée d'un corps de gamine complètement plate à un corps avec des formes, des rondeurs et oui, vraiment, je me reconnais pas. Ma maman m'aide et me propose d'aller faire un régime parce que elle voit bien que je suis pas bien dans ma peau et je suis suivie par une diététicienne. Le régime marche plutôt bien. En quelques mois, j'ai reperdu une partie de mes kilos. Je perds 8 kilos, je crois. Mais je commence à avoir peur, en fait, à chaque rendez-vous, de la peser. Parce que à l'époque, on va voir la diététicienne et on est pesé à chaque fois. Mais si j'ai fait un repas de famille ou un écart, comment on s'appelle, des écarts la veille, j'aurais peut-être repris. Et il faut pas reprendre, il faut être comme à l'école, il faut tout faire bien. Donc je commence à trouver une solution de facilité qui est de me faire vomir. Et là, je commence l'engrenage avec des troubles alimentaires assez aigus où de toute façon je ne supporte pas mon corps. Oui, clairement, je me déteste. Et du coup, j'essaye toujours de reperdre. Je veux retrouver en fait ce corps de petite fille. C'est l'image que j'ai, et même encore après, à 17-18 ans, j'ai toujours cette image de moi étant petite fille, à 12-13 ans, et je veux retrouver ce corps-là, sauf que c'est pas possible.
Je fête mes 15 ans avec 2 amis du collège. On fait ça chez mon père et on est à peu près 40 ados, dont mes frères et des copains, des copines de collège, des copains à eux. Et il y a ce garçon qui est un ami de mon frère Paul depuis longtemps. Et en fait, oui, ça faisait assez longtemps que je l'avais repéré dans la cour, les mercredis après-midi, quand il était sur leur scooter. Je faisais sagement mes devoirs, mais de temps en temps, je passais ma tête par la fenêtre pour le regarder. Mais je me disais qu'il n'était pas atteignable, quoi. C'était vraiment trop beau, grand, voilà, c'était pas... Et en fait, ce soir-là, finalement, ça se fait, on s'embrasse, on danse... il est assez entreprenant. Et puis, finalement, il reste dormir à la maison et on couche ensemble. C'est ma première fois. Et je me donne à lui toujours en espérant que ce sera le bon. Et je me dis que si je me donne à lui, voilà, c'est la façon dont il peut venir à moi, en fait. Et qu'il n'y a que de cette manière-là qui pourra vraiment me porter attention. Sauf que le lendemain matin, au petit déjeuner, mes frères sont là, 1 ou 2 amis qui ont dormi là aussi. Et en fait, ce garçon, en partant, me fait la bise. Devant tout le monde. Et là, je comprends que non, ce ne sera pas le bon. Et que j'étais un coup d'un soir, quoi. Vers mes 16 ans, je suis avec un copain avec qui on a été ensemble quelques mois, après on s'est séparés, après on est ensemble. Il me quitte un soir par texto. Je m'endors sans forcément trop y penser. Et je me réveille le matin et là j'ai une forme de désespoir qui monte et je commence à avoir des pensées incessantes où je me dis que je n'y arrive plus et que je trouve plus de sens à ça, à ma vie. Je sais profondément que ce garçon n'est pas la raison, qu'il en est juste la goutte d'eau, et ça je me le répète, c'est la goutte d'eau, mais je n'arrive pas à mettre de mots sur les mots en fait que j'ai intérieurement. Mais je sais que je vois pas d'issue en fait à ma souffrance. Donc je pars au lycée, je rentre entre 12h et 2h, il me semble, et je décide de descendre dans la salle de bain et je prends les premières boîtes de cachets qui se présentent à moi. J'avale les 2 boîtes de cachets et je repars au lycée. J'arrive en cours en début d'après-midi et je fais un malaise. Mon meilleur ami prévient le prof, il sait que j'ai pris des cachets. Donc on m'emmène à l'infirmerie et rapidement ma mère vient me chercher. Quand elle arrive, elle me prend dans ses bras tout de suite. Elle a ce regard qu'elle a toujours très rassurant dans ses yeux. Elle me dit « ça va aller ». Mais la seule chose que je trouve à lui dire, j'ai hurlé plusieurs fois, je voulais y rester. Je voulais y rester, maman, je voulais y rester. Et après quelque temps, on m'emmène à l'hôpital. Et sur place, on me dit que j'ai quand même endommagé mon foie. Donc, ils vont tenter de me faire un lavage. Mais qu'il est possible que j'ai des séquelles, potentiellement que j'ai besoin d'une transplantation. Je suis contente d'avoir une certaine forme de gravité dans la situation, parce que même si je suis pas arrivée à mes fins, je me dis que potentiellement on va m'écouter et qu'on va m'aider en fait, même si je peux toujours pas mettre de mots, mais on va m'aider. Ma maman à l'hôpital est à mon chevet, elle est dévouée, aimante comme toujours, et elle anticipe avec moi la réaction de mon papa, parce que tout de suite j'ai très peur en fait de sa venue, parce que je sais que ce que j'ai fait ne va pas le
le peiner. Enfin, en tout cas, il ne va pas me le montrer et il aura sûrement encore cette réaction assez dure. Et j'ai peur parce que j'ai pas la force d'affronter encore une fois cette dureté. Donc ma maman, comme souvent, essaye d'imiter mon papa et de tourner ça en drôlerie. Et ça marche parce que en fait, elle me dit exactement les mots qu'il va me dire, que mes soucis à 15-16 ans ne sont rien par rapport à lui, à son entreprise et qu'il a à gérer. Et mon père arrive à l'hôpital et oui, sa première réaction, il est assez en colère et me dit mais qu'est-ce que c'est tes problèmes toi à 15 ans, 15-16 ans tu te rends compte, moi j'en ai d'autres, je gère une entreprise, je comprends pas ce que peuvent être tes problèmes, tes soucis maintenant qui nécessitent un tel geste. Alors après ma tentative de suicide, je sors de l'hôpital et on me demande forcément d'aller voir une psy. Donc j'en fais, il me semble, 2 ou 3, parce que je pense que les premières, je prétexte que le courant ne passe pas. Mais en fait, c'est surtout que rien ne sort. J'ai rien de spécial à dire, si ce n'est toujours un petit peu cette relation avec mon papa qui peut être problématique parce qu'il porte beaucoup d'intentions à mes frères. Mais à part ça, j'ai rien à confier en fait. Et on a beau mettre les points, les psys vont essayer de creuser, mais je suis une porte fermée. C'est cadenassé et j'ai rien qui me vient en tête, à l'esprit. Je sens que j'ai un mal-être intérieur, mais je sais pas mettre de mots. Au lycée, c'est la première fois en fait qu'on est dans la même classe avec Paul, puisque même si on a exactement le même âge à 11 jours près, on n'a jamais été dans le même collège. Mais là, pour cette année de première, on est dans la même classe. Donc, pour mes parents, c'est assez facile de nous comparer puisqu'ils peuvent mettre les bulletins à côté et voilà, on a eu les mêmes devoirs, on a fait les mêmes examens. Au premier trimestre de cette année, il y a une seule matière en chimie où il a une moyenne au-dessus de moi. Je prends ça comme un challenge. Je veux que mon père n'ait aucun sujet sur lequel il puisse dire que Paul est meilleur que moi. Je prends ce challenge et au deuxième trimestre, j'ai une meilleure moyenne que lui en chimie. J'ai une meilleure moyenne que lui dans toutes les matières. Le soir, on reçoit les bulletins. On est à table avec donc Paul, ma belle-mère et mon père. Mon père met vraiment les 2 bulletins côte à côte et il reprend matière par matière. Et en fait, il trouve des excuses à Paul pour tout. Donc en français, le français c'est pas important. En maths, mais oui, t'avais un devoir à rendre, mais ce week-end-là, t'avais match de foot, donc c'est pour ça, ok, ça a baissé ta moyenne, bon, et voilà. Et c'est comme ça pour toutes les matières, jusqu'à ce qu'arrivé à la moitié du bulletin, ma belle-mère arrête mon père et lui dise, mais arrête de prendre la défense de Paul. Il a clairement des facilités, il a utilisé ses facilités, mais il a rien fait à côté. Et il a des commentaires qui sont assez bateaux, alors que Lucie, on voit vraiment sur son bulletin que elle a très bien travaillé et donc félicite-la, elle, et pas Paul. Après le bac, je pars faire mes études à Lyon. Et donc, je suis indépendante, j'ai mon petit appartement. La contrepartie, c'est que je suis livrée à moi-même, notamment sur le plan alimentaire. Et là, du coup, mes crises de boulimie et mes phases de régime s'intensifient, puisque je peux manger ce que je veux quand je veux, ou ne pas manger quand je veux. Et je commence à me rendre compte que c'est plus vivable en fait socialement, parce qu'au bout de quelques mois, je refuse des sorties,
Et là, il y a un élément déclencheur, ça va être mes 2 amis de l'école. Je leur confie que un matin, j'ai perdu un petit bout de dent. Moi, j'en ai pas fait beaucoup état, mais je vois que eux, dans leurs yeux, ça les alarme. Et là, oui, je me dis non, mais Lucie, il y a quelque chose. C'est pas normal de perdre un petit bout de dent. Et je sais que c'est un lien avec mes crises de boulimie et le fait que je me fasse vomir ensuite. Je décide de googler. Je trouve un article qui décrit les différentes formes de troubles alimentaires et notamment cet état un petit peu intermédiaire qui est l'anorexie-boulimie. Donc enfin, je mets un mot sur ce que je vis et ce dont je souffre. Et là, je pense que c'était la première pierre à l'édifice et je me dis, ça y est, je suis en train de tirer la pelote et que le reste va en découler, mais je sais que je tiens quelque chose. Je commence vraiment une thérapie où on développe un petit peu plus le sujet de ma relation avec mon père. Forcément, je raconte une partie à ma maman et elle me raconte que quand elle était enceinte et qu'elle a découvert que j'étais une fille, mon père ne lui a pas parlé pendant 48 heures, tellement il était déçu que je ne sois pas un garçon. Je fais mon premier stage en entreprise et je suis avec une fille de 3 ans, plus âgée que moi, qui s'appelle Lucie aussi. Je confie à mes amis d'école que j'ai envie de l'embrasser. Je sais pas d'où ça vient, mais j'ai ce sentiment d'avoir envie de l'embrasser. On échange beaucoup, et elle a fait de la danse classique, donc elle est passée aussi par des phases d'anorexie, donc elle m'épaule beaucoup. Et j'ai cette forme d'admiration pour elle, mais j'ai aussi une attirance. Je sais pas l'expliquer, je cherche pas à l'expliquer. Mes amis essayent de me convaincre d'essayer de l'embrasser, mais je sais qu'elle a un petit copain ou elle veut avoir ce petit copain, donc pour moi c'est pas envisageable. Dans le cadre de mon école, je pars 1 an en échange Erasmus à Amsterdam. Et comme pour mon arrivée à Lyon, j'ai une deuxième sensation de liberté en étant assez loin. Et parce que là-bas, je suis inconnue. Je peux écrire une vraie page blanche et je suis plus la sœur d'eux, la fille d'eux. Au bout de 2 mois passés à Amsterdam, tout se passe bien. Je vis la vie d'étudiante avec quelques soirées, des bons amis, de nouveaux visages, nouvelles rencontres. Donc je me sens plutôt bien. Je gère aussi beaucoup mieux mes troubles alimentaires, mais je commence à avoir des formes d'insomnie, j'ai beaucoup de cauchemars et j'ai du mal à m'endormir parce que je me gratte les bras. Ça peut durer une demi-heure, j'ai les bras à la fin en sang presque parce que je me gratte les bras pendant un certain temps avant de pouvoir m'endormir. Et au bout de quelques semaines, les cauchemars sont de plus en plus récurrents et j'ai des images qui commencent à rester. Le matin, je commence à revoir ces images de plus en plus claires. Je pense qu'au début, je les ai un peu balayées parce qu'elles me paraissaient complètement saugrenues, impossibles. Et puis, un matin, pas comme un autre, je me rappelle vraiment clairement des images que j'ai eues. Je fais un Skype avec un ami d'école qui, lui, est en échange au Canada. Et je lui dis, Alex, je deviens folle. J'ai des images qui reviennent à moi. Et dans ces images, mon frère Paul abuse de moi, sexuellement.
Et en le disant, j'ai un sourire nerveux, j'ai la voix qui tremble, je prends conscience de l'ampleur en fait de ce qui vient de se révéler à moi. Tout de suite, je me demande pourquoi j'ai effacé ça, pourquoi est-ce que ça revient maintenant sous cette forme, comment j'ai pu ne pas m'en rappeler, comment j'ai pu être amie avec Paul. Mais quelque part, je sais tout de suite aussi que ça y est, j'ai mis le doigt sur ce mal-être qui était jusqu'ici inqualifiable. J'ai un souvenir assez précis quand j'étais assise sur le côté de mon lit. Donc il me faisait asseoir en me demandant d'écarter les jambes. Et ensuite, il pouvait faire ce qu'il avait à faire pendant un certain temps. Il pouvait être aussi dans mon lit, à côté de moi. Et il terminait toujours par poser sa main entre mes jambes. Mais c'était toujours lui qui abusait de moi. Il ne m'a jamais demandé, lui, de le toucher. À chaque fois que Paul rentrait dans ma chambre, il refermait la porte derrière lui. Il faisait semblant de vouloir regarder le film que je regardais. Donc j'avais un petit canapé à côté de mon lit. Donc il s'asseyait là, au début. Et puis, il finissait par me demander s'il pouvait venir dans mon lit. Je refusais plusieurs fois. Et puis, au bout d'un moment, il ne faisait pas attention à mes noms et il venait dans mon lit. Et ensuite, quand il faisait ce qu'il avait envie de faire de mon corps, moi, je me souviens que je regardais la télé. Et je me concentrais, alors je pense que j'imprimais strictement rien de ce que je regardais, mais je réalise à ce moment-là, quand je suis à Amsterdam, que c'est pour ça que ça fait des années que je ne peux pas m'endormir sans un écran. Assez rapidement, je décide de reprendre contact avec la psy que j'avais à Lyon, parce que je lui avais déjà accordé, on va dire, ma confiance. Et j'entame un travail très long, dur, avec aussi de l'hypnose. Elle me demande assez rapidement de faire de l'hypnose parce que je veux absolument retrouver toute ma mémoire. Je veux retrouver les sensations, je veux être sûre aussi, être sûre de moi parce que j'ai mis cela dans mon inconscient pendant dizaines d'années. Donc, je veux retrouver vraiment tous les détails aussi de ce qui s'est passé. Une des premières étapes de cette thérapie, c'est de travailler sur le regain de la mémoire, mais aussi sur la culpabilité, parce que on a tout de suite en fait cette forme de culpabilité de se dire mais pourquoi est-ce que j'ai pas hurlé ? Pourquoi est-ce que je me suis pas débattue ? Pourquoi est-ce que j'en ai pas parlé ? Pourquoi est-ce que j'ai mis ça dans un coin de ma tête et ça surgit comme ça après 10 ans ? Comment est-ce que j'ai pu être la meilleure amie de Paul pendant toutes ces années ? Et je réalise en cherchant aussi sur Internet d'autres témoignages que je suis pas la seule et que toutes les conséquences qui en ont découlé sont en fait un schéma très classique après un abus sexuel chez un enfant. La tentative de suicide, le mal-être, l'anorexie-boulimie, ma relation avec les garçons. Et d'autre part, je comprends aussi le fait que un enfant n'a pas les défenses d'un adulte. Et c'est pour ça qu'à 11 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans et même après, on n'a pas les défenses nécessaires. Le cerveau ne peut pas comprendre ce danger, surtout dans le cadre d'un abus sexuel familial, parce que on a la confiance envers cette personne. Moi, j'avais confiance dans mon quasi-frère.
toutes les années en fait où j'ai été abusée, j'ai appris en fait à complètement dissocier ma tête, mon esprit et mon corps. Il y avait vraiment, voilà, au niveau du cou, une certaine séparation. Et on apprend à ne plus rien ressentir, à tout bloquer. Le cerveau se met en mode off, c'est-à-dire que on coupe tout et on se réveille le lendemain matin, on se rappelle plus de rien parce que en fait, le cerveau est assez intelligent parce que c'est trop dur de réaliser ce qui se passe. Donc, c'est une forme de défense. Du coup, j'apprends à donner mon corps puisque j'ai beau répéter toutes les semaines non, 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 enlever la main, non, non, ne rentre pas dans ma chambre, non, ne viens pas dans mon lit, non, ne fais pas ça. Mes noms ne sont pas respectés, donc je comprends que j'ai pas d'autre choix au final que de laisser mon corps comme un bout de viande. Ça devient un rituel pour Paul. Je me souviens d'un rythme hebdomadaire. Voilà, toutes les semaines, ça pouvait durer 1 heure. Il fermait la porte à clé la plupart du temps, mais vers nos 14 ans, un soir, mon père rentre. Il ouvre la porte au moment où Paul est sous la couette, à côté de moi, sa main dans moi. La télé est allumée. Mon père a je peux voir dans ses yeux, je pense qu'il comprend pas vraiment ce qui se passe parce que il voit quand même ses 2 enfants à 14 ans sous la couette. Et il demande à Paul, il demande à Paul ce qu'on fait. Et Paul lui dit, on regarde la télé. Et mon père ferme la porte. Je ressens très bien encore cette sensation quand il a ouvert la porte au début et c'était la sensation de ça y est, je sortais un peu de ce schéma de défense que j'avais de tout couper, ma pensée, mon corps, de me focaliser sur la télé et là d'un coup il y a quelqu'un qui ouvrait et qui allait voir ce qui se passait. Et ça y est, ça allait être la fin de mon calvaire et quelqu'un allait arrêter ça. Mon père aurait dû être le sauveur, mais il l'a pas été. Je comprends pendant ma thérapie que cet épisode explique en fait ma tentative de suicide puisqu'il s'est produit quelque temps avant. Et du coup, oui, ça fait sens sur le fait que je savais que j'avais un mal-être profond que je pouvais pas qualifier, mais que le petit copain, c'était juste une façade. À ce moment-là, je me souviens aussi que au moment de mon emménagement à Lyon, Paul, mon père et ma belle-mère viennent m'aider. On monte mes meubles, on m'installe, on va dîner. Et Paul propose de rester. Mon père et ma belle-mère rentrent. Je sais que ça me dérange fortement qu'il reste, mais je ne dis rien. À cette époque, il a une petite copine qui se trouve être une de mes meilleures amies. Et ce soir-là, il me viole dans mon lit, tout juste construit. Et il a ces mots cruels. Il m'avait demandé d'être sur lui. Et je revois très bien quand il s'est arrêté un moment, il m'a dit « Tu sais, avec ma copine, c'est bien, mais avec toi, c'est encore mieux. » Ces mots me transpercent parce que c'est une vraiment de mes meilleures amies et j'ai l'impression que qu'il la trompe avec moi alors que je sais très bien que c'est pas ce genre de relation, que je suis pas sa copine, je suis pas sa petite copine, je suis sa sœur. Et c'est le dernier épisode dont je me souviens. Après quelques semaines, moi en thérapie, je dois faire le choix de parler
ou non. Il y a certaines victimes qui décident de ne pas parler et qui font le travail de leur côté, mais ne veulent pas aller plus loin. Moi, je pense qu'assez rapidement, je sais que je veux parler pour plusieurs choses. D'une part, j'ai pas envie d'avoir fait tout ce travail pour rien, pour moi, parce que toutes ces années, j'ai toujours porté attention à ne pas prendre trop de place dans cette famille nombreuse. Du coup, pour moi, ça aurait été encore une fois m'effacer. Et là, c'était non. Non, je voulais pas m'effacer encore une fois. Et puis, j'ai tout de suite eu aussi cette vision plus grande que moi. Je faisais partie de ces femmes, et même de ces enfants, qui ont été abusés, et que, même si c'était à ma petite échelle, je devais porter cette voix. Et je devais parler parce que j'avais subi une injustice, et je voulais qu'elle soit entendue. Et si possible, réparée. Donc, je prends cette décision et je me prépare comme un combat de boxe avec toujours avec mes psys. Donc là, on se prépare vraiment à toutes les éventualités, c'est-à-dire je me prépare à parler à Paul, à l'affronter. Est-ce qu'il va nier? Est-ce qu'il va me traiter de menteuse? Est-ce qu'il va s'énerver, fuir? Ou au contraire, est-ce qu'il va tout reconnaître, pleurer, s'excuser? Je lui donne rendez-vous à Lyon. J'arrive tout droit d'Amsterdam. J'ai la boule au ventre depuis le début de la journée. J'ai très très peur de l'issue. C'est un peu c'est un peu comme un sportif qui arrive au match. Je vais tout donner, et là je vais avoir enfin un peu l'issue de tout mon travail que j'ai fait sur moi. Et j'attends bien sûr beaucoup de cette discussion. Je reste très factuelle, comme un discours que j'avais préparé à la lettre. Et donc je lui dis tout, il se met la tête dans les mains et se ferme complètement, et je commence à pleurer. Donc moi j'ai une forme de soulagement, parce que je me dis, bon, déjà s'il pleure, c'est que il reconnaît. Et il relève la tête et il me dit, Lucie, ce que je t'ai fait vivre, je l'ai moi-même vécu. Et alors, je m'étais préparée à toutes les issues, mais pas celle-ci. En moi, c'est un tourbillon de sentiments, parce que d'un côté, alors oui, je suis soulagée parce qu'il a reconnu. J'ai aussi une forme de compassion, parce que lui aussi a été abusé, et en fait c'est la première personne que je rencontre qui a aussi vécu la même chose que moi. Mais après, tout de suite revient assez rapidement, je me ressaisis et je me dis, c'est pas son moment, c'est mon moment, c'est son histoire, mais là je me suis battue. J'ai retrouvé la mémoire, je suis passée par tous ces mois affreux, mais avec pour objectif d'avoir une reconnaissance pour mon histoire. Je lui demande qui a abusé de lui. Au début, il ne veut pas me répondre. Et puis, j'insiste, je lui dis, écoute, après tout ce que tu m'as fait vivre, j'ai le droit de savoir. Et il me dit qu'en fait, c'est son quasi-frère, qui était plus âgé de 10 ans, son aîné, je crois. Quand il me dit ça, je pense que je réalise un petit peu aussi, tout de suite, que son histoire, entre guillemets, va être plus grave que la mienne. Parce que on est dans ce monde où, il est abusé par un autre homme, c'est un autre homme plus âgé, et donc, c'est aux yeux
de la société, son mal est plus grave que le mien. Je lui demande si lui avait une conscience de tout ce qui s'est passé. Il me dit que oui, qu'il savait très bien ce qu'il me faisait. Et ça me met vraiment en colère parce que moi, je me dis que j'ai souffert en silence, sans savoir, et que lui savait en fait tout ça et qu'il a rien fait. Pas un seul moment, il a émis l'idée que peut-être il y avait quelque chose de pas normal. Il continue de pleurer et me dit qu'il est désolé, il est vraiment désolé pour ce qu'il m'a fait et qu'il sait, il sait à quel point c'est affreux. Et il me dit je ferai tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Et je lui demande 3 choses. Je lui demande d'en parler à nos parents. Je veux qu'il me laisse tranquille l'été qui arrive. Et je lui demande aussi de réfléchir et d'entamer une thérapie. Parce que je pense que s'il a vécu ça et qu'il a reproduit sur moi, c'est qu'il a vraiment besoin de faire un travail sur lui-même et que ce genre de schéma ne peut pas se résoudre d'un claquement de doigts. Et il faut faire le travail sur soi. Et il accepte. Il dit que oui, il fera tout ce que je lui ai demandé. On rentre le week-end chez nos parents et après le dîner, on leur dit, donc avec Paul et Julien, qu'on veut leur parler. Au début, ils veulent parler autour de la table après le dîner. Et on leur demande d'aller dans l'appartement de Julien qui vit juste en face de la maison. Donc ils trouvent ça un petit peu étrange. Ils se demandent vraiment ce qu'on va pouvoir leur dire les 3 comme ça réunis. On leur demande de s'asseoir. Et alors là, encore plus stressés, encore plus gênés, ils se demandent ce qu'on va bien pouvoir leur révéler. Paul était censé avouer. On avait convenu que c'est lui qui allait parler en premier et avouer. Et en fait, il se met à pleurer. Et j'entends qu'il commence à parler de lui. Il commence à dire « je », mais pas « j'ai abusé de Lucie », mais « j'ai vécu ». Et je le coupe et je dis Paul a abusé de moi pendant 7 ans depuis nos 10 ans. Et il enchaîne tout de suite en disant que lui aussi a été abusé plus tôt. Il ne dit pas tout de suite par qui. Ma belle-mère le supplie de lui demander par qui il a été abusé. Au début, elle accuse son père. Et puis, Paul dit que non, là, c'est son quasi-frère. Tout le monde pleure et est désemparé. Julien est au milieu, il sait pas trop quoi faire. Mon père me prend dans ses bras et il me dit, larmoyant, je suis fière de toi, ma fille, et je t'aime. C'est tout ce que j'attendais. C'était exactement les mots que je voulais entendre. Donc je suis très soulagée. Moi, à partir de ce moment-là, la soirée est forcément terrifiante pour eux, affreuse, et ça dure bien 2 heures où on échange, mais moi, j'ai un soulagement mais énorme. Et j'ai l'impression, du coup, je suis plus dans l'émotion comme eux, parce que ça fait déjà 6-9 mois que je travaille là-dessus, et donc ça, j'ai plus autant d'émotions autour de ça que eux peuvent l'avoir. À un moment, on dit à mon père qu'on avait peur qu'il frappe Paul. Et mon père dit, mais pourquoi est-ce que vous voulez que je frappe mon fils ? Et là, c'est la douche froide pour moi, parce que je sais que ça va pas du tout aller dans le sens que je veux, c'est-à-dire qu'il est clairement affecté plus par son histoire que la mienne, parce que la réaction d'un père face à l'agresseur, au violeur de sa fille, oui, aurait pu être « j'ai envie de le frapper », mais ça ne lui est même pas passé par l'esprit. Là, je me rends compte que même ce que je qualifie être l'événement
le plus dramatique pour un père ne changera pas du tout la relation qu'il a avec moi, vers sa fille, et que j'aurai jamais cette reconnaissance que j'attends et le schéma familial ne changera pas. Après un premier semestre où je reste à Lyon, j'ai une opportunité de repartir à l'étranger. Et avant cela, je demande à mon père si Paul a entamé une thérapie, parce que je ne le vois plus. Et comme il m'avait promis qu'il allait faire le travail, et mon père me dit que non, lui c'est un homme qui n'a pas besoin de passer par cette étape, qui s'en remettra tout seul comme un grand. Je me dispute avec mon père, mais je sais que c'est sans grand espoir, qu'il ne m'entendra pas. Arrive quelques semaines avant mon départ, je commence à me dire que j'ai pas fait tout ce travail pour rien et que il y a une possibilité, c'est que s'il ne se soigne pas, il reproduise encore une fois ce schéma sur quelqu'un d'autre. Là, je me dis que je dois faire quelque chose, encore une fois, avec cette vision plus grande que moi, de me dire, j'ai commencé un travail, j'ai porté ma voix, mais je veux pas que ça parte aux oubliettes, que ça n'ait servi à rien, à part pour ma propre personne. J'avais bien sûr émis l'option des poursuites judiciaires. D'une part, j'en avais pas la force, je pense. Et d'autre part, je voulais évoluer vers un autre statut, qui est celui de survivant, plutôt que victime. Et je voulais pas rester dans ce statut de victime encore pendant 5, 6, 7 ans. Et je trouve en fait cette solution alternative qui était la main courante, où on dépose en fait, on raconte son histoire, on relate les faits, et ils en prennent note. Et au moins, le dossier est constitué, et si Paul reproduit les mêmes faits sur quelqu'un, plus tard, moi j'avais en tête notre nièce qui était toute bébé, peut-être ses enfants, peut-être mes enfants. Je me dis, ça peut être une solution où au moins, moi j'aurais pas fait le travail pour rien. Et si il reproduit, la justice sera au courant que c'est pas sa première fois. Je décide d'aller faire cette main courante. Au début, j'avais prévu d'y aller seule. Et juste sur le chemin, je croise mon cousin, que j'avais pas vu depuis un petit moment, mais il savait mon histoire. Je me demande ce que je fais et je lui dis, écoute, je vais poser une main courante. Il me dit, mais ça va aller? Je dis, écoute, je suis plus trop sûre, est-ce que tu voudrais pas venir avec moi? Il vient, et donc on est à la gendarmerie. Je dis aux gendarmes, on vient pour un dépôt de main courante. Ils me disent, c'est pourquoi? Pour viol et abus sexuels. Émotionnellement, j'étais pas prête aux questions que j'allais avoir, et notamment aux doutes avérés des gendarmes. Il y a eu des questions déjà très techniques sur la taille de son sexe, s'il avait des tatouages, les positions, la durée, la fréquence, tout ça vraiment en détail. Et puis ça a été beaucoup de questions sur pourquoi je n'ai pas parlé, pourquoi je ne me suis pas débattue, pourquoi je n'ai pas hurlé. Et ça, non, je m'y étais pas préparée. Donc ça a été une autre épreuve. Je repars pour 6-8 mois à l'étranger. Je rentre de ces quelques mois à l'étranger. Je pense que je suis complètement sur une autre planète. Je suis passée des mois vraiment sur un petit nuage, mon petit univers. Mais ma mère et mon beau-père,
me demande, me pose beaucoup de questions sur mon séjour. Et je sens qu'ils sont un petit peu gênés. Il y a quelque chose, ils doivent me dire quelque chose. Et effectivement, ma mère me dit, écoute, on n'a pas voulu t'en parler justement pour que tu profites de ton voyage. Mais il y a quelques semaines, Paul a été convoqué à son domicile où il faisait ses études. Et donc, la famille de ton père est très, très en colère. Et effectivement, mon père a appelé ma mère pendant que j'étais en voyage. Et il était hors de lui. Il pensait que j'avais porté plainte. Pour eux, c'était sûr que j'avais porté plainte parce que Paul avait été convoqué, interrogé. Et en fait, je me rends compte qu'effectivement, il y avait cette possibilité avec la main courante que le procureur se saisisse du dossier au nom de la partie civile, puisse engager des poursuites au nom de la société. Parce qu'il considère que l'affaire est trop grave pour être laissée dans un dossier comme ça, sur une pile de dossiers, en attendant que Paul peut-être recommence ses actes. Je comprends tout de suite que c'est pour la famille de mon père, ça allait être l'effet d'une bombe et que j'allais, je pense, passer un mauvais quart d'heure. Et effectivement, ma belle-mère est hors d'elle, elle refuse de me voir. Au bout de quelques semaines, ma grande sœur me téléphone et me dit « Écoute Lucie, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on se voit parce que les parents divorcent. » Donc on se rencontre chez ma sœur. Ma belle-mère a refusé de venir, disant qu'elle n'avait rien à me dire. Et donc on est tous les trois avec mon père et ma grande sœur. Et pour la première fois, ils s'intéressent à mon histoire. Donc je sais que c'est parce qu'il y a ces histoires de justice qui leur fait peur. Mais ça fait quand même, à cette époque, ça fait déjà 1 an et demi qu'on a révélé les faits et que personne ne s'est soucié de mon histoire jusqu'ici. Mais là, subitement, il faut que je raconte dans les détails. Donc je m'exécute, je raconte dans les détails. Je pense les faits de manière assez platonique, comme à la gendarmerie. Et en fait, j'ai face à moi 2 personnes accusatrices qui me traitent de menteuse. Ils me disent que j'étais amoureuse de mon frère. Ma sœur me dit qu'elle a l'habitude d'ouvrir les jambes pour son mari, même si elle en a pas envie. Et donc, c'est bien normal de faire ça pour son mari. Donc, pourquoi est-ce que moi, c'était pas normal ? Je sais même pas quoi répondre parce que je me dis que c'est pas possible qu'une femme, je crois qu'elle a 30 ans, elle est mère de 2 enfants. Comment est-ce qu'on peut dire ça ? Et puis moi, c'était pas mon mari, c'était mon frère. Mon père me dit: Lucie, écoute-moi bien. Je vais te dire quelque chose vraiment Et je l'arrête et je lui dis: réfléchis bien avant de le dire parce que je pense que tu vas me dire quelque chose dont je vais me souvenir toute ma vie. Et il me dit: tu vois, le coup de bite que tu t'es pris, il y a plus d'une femme avant toi qui se l'est pris et elles ont fermé leur gueule. Et là, ouais, je me dis oui, je vais vraiment m'en souvenir toute ma vie de cette phrase, mot pour mot. Je ne parle pas à mon père pendant 6 mois. Ça a été assez dur malgré tout parce que lui savait aussi qu'il risquait de me perdre, donc il m'a appelé plusieurs fois en me laissant des messages pour me dire qu'il m'aimait et qu'il voulait me revoir. J'ai beaucoup de mal malgré tout à évoluer sans ces 2 familles parce que j'ai toujours grandi avec
avec ces deux familles. Je faisais le 24 au soir chez mon père, le 25 midi chez ma mère. Mes anniversaires, c'était en double. J'avais une bonne nouvelle, mon bulletin arrivait chez mes deux parents. Et ça faisait vraiment partie de mon équilibre de vie. Et là, je me retrouve un peu amputée d'une jambe parce que il me manque une famille. Je commence aussi à m'assumer d'un point de vue sentimental et ensuite sexuel. Je poursuis mes envies, mes attirances pour les filles sans trop me poser de questions. J'ai une première copine, une deuxième copine. Entre-temps, j'ai aussi eu un copain avec qui tout s'est bien passé, mais il y a eu ce premier baiser avec cette fille où là j'ai eu des sensations de papillons dans le ventre comme si j'avais 12 ans, et j'ai compris à ce moment-là que oui, je serais sûrement beaucoup plus épanouie avec une fille. J'accepte mon premier job à Singapour. Donc je repars encore plus loin, écrire une nouvelle page blanche, où là, pareil, je suis la fille de personne, la sœur de personne, et je peux tout réécrire. J'ai quand même encore en moi un sentiment d'injustice, du fait que je n'ai pas eu la reconnaissance de la part de ma famille paternelle. On me conseille de faire un sport de combat. Donc je commence la boxe thaï, j'y prends goût, je fais 8 heures d'entraînement par semaine, et au bout de quelques mois, je commence à avoir des maux de tête et mal au dos. Donc je consulte un chiropracteur qui s'avère être un petit peu plus qu'un chiropracteur parce que il s'intéresse aussi un peu à tout ce qui est psychosomatique. Après quelques séances, il me dit que je pourrais plus boxer parce que mon mal de dos reviendra toujours. C'est le mouvement lui-même qui me fait mal. Et il me dit, je pense qu'en plus, les raisons qui t'ont poussé à la boxe ne sont plus valables ou n'ont plus lieu d'être. Et il me pose un peu plus de questions, justement, sur mon histoire. Donc, je lui raconte. À cette époque, je suis toujours... je traîne dans le milieu lesbien, donc je n'ai pas le souci d'avoir une quelconque contraception, mais j'ai toujours la pilule, parce que on m'a toujours dit que avec l'acné, si j'avais encore de l'acné, on arrêtait la pilule, ça m'aiderait pas, et puis j'avais le risque de reprendre du poids. Donc j'avais toujours gardé la pilule. Et là, je dis à ce chiropracteur, je dis mais j'aimerais bien arrêter parce que malgré tout c'est des hormones et j'en ai clairement pas besoin. Mais j'ai assez peur d'arrêter parce que on m'a diagnostiqué avec le syndrome des ovaires polykystiques. Et il me dit mais je sais pas si tu sais, mais le syndrome des ovaires polykystiques, ça rend une potentielle grossesse plus difficile. C'est plus compliqué souvent pour les femmes qui ont les ovaires polykystiques d'avoir un enfant. C'est une véritable révélation parce que c'est la première fois où je me dis qu'en fait mon corps a été mon allié, alors que jusqu'ici je l'ai beaucoup blâmé. Je le portais responsable pour tout ce qui m'est arrivé. Et c'est pour ça que je le détestais autant. Et là, je me rends compte qu'en fait, mon corps m'a naturellement protégée de tomber enceinte de mon frère. Je rencontre Alix, donc une Taïwanaise qui est aussi à Singapour pour travailler. Elle est
tout de suite tout ce que j'attendais. La première fois que je la vois, on est dans ce bar boîte de nuit et elle a ce bonnet qui cache ses cheveux, mais du coup qui fait ressortir ses yeux et je vois ses yeux et là je suis restée scotchée pendant 5 minutes et j'ai tout fait pour pouvoir la revoir. Et après, après 3 rendez-vous, on est restés ensemble. Et puis, elle a tout de suite montré beaucoup d'attention envers moi. Un jour, elle m'a apporté un petit muffin qu'elle m'a laissé devant ma porte. Moi, j'étais pas là, mais elle m'a laissé ce muffin devant ma porte. Et moi, j'ai eu très peur parce que j'ai assez mal réagi. Parce qu'elle rentrait dans mon intimité. Elle était venue chez moi quand j'étais pas là. Et du coup, j'ai mis des doutes sur notre début de relation. Et ensuite, je me rends compte que non, je vais pas encore une fois céder à cette peur que j'ai de laisser quelqu'un rentrer dans mon cœur. Et que je vais arrêter d'aller vers des relations qui ne sont pas bonnes pour moi. Et que elle est bonne pour moi. Elle est... c'est elle. Et puis, on décide après de revenir en France. Et on s'est mariés. Alix, c'est la personne qui a su combler tous ces manques et m'apaiser profondément. Et donc, c'est la personne que je recherchais désespérément toutes ces années pour me réconforter. Après quelques années à Singapour, donc là j'étais vraiment pour le coup très loin de tout le monde, j'ai fait le reste, je pense, du travail que j'avais à faire et je me suis reconstruite. J'ai construit ma vie, ma propre vie et du coup j'avais les armes nécessaires et j'avais assez confiance en moi pour revenir dans ma ville natale. Donc, on a décidé de revenir avec Alix. Il y avait d'autres membres de ma famille. Pour le coup, j'avais vraiment envie de les revoir et de passer du temps avec eux. Et je savais que je pouvais pas éternellement fuir. Je reparle à mon père. J'ai jamais vraiment coupé contact avec lui, hein. Même à l'étranger, j'avais des Skype assez régulièrement. Et depuis, je vois assez régulièrement ma sœur, mon père chez ma grand-mère, qui est du coup le seul terrain d'entente. Je ne pourrais pas et je ne vais pas dans la maison familiale, puisque c'est Paul qui est toujours là-bas, il y habite toujours. Paul est protégé par la famille de mon père, il est défendu, soutenu, et ils ont fait bloc derrière lui. Je l'ai revu une fois au baptême de notre neveu. Il était avec sa copine, moi j'étais avec Alix. Ils sont avancés vers nous comme si de rien n'était. J'ai compris dans son regard, c'était « Ah bah ça fait longtemps ». Il venait pour me faire la bise et je lui ai tendu la main. Je lui ai serré la main, sa copine aussi, et Alix a fait de même. Vous venez d'écouter le 109e épisode de Transfert. Cet épisode est signé Rudy Saada. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours avec Sarah Koskiewicz et Aurélie Rodriguez. La musique a été composée par Arnaud Denzler. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.